Bonjour tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode du Pod Addict Sport. Cette semaine, on a vraiment été choyé et content de recevoir sur le podcast Carl Ouimet, un ancien joueur de l'Impact, un ancien joueur aussi de la sélection nationale canadienne qui joue présentement pour le Indy 11. Donc, vraiment content d'avoir pu recevoir Carl sur le podcast. On a eu une discussion vraiment intéressante avec lui. Là. Il y a certains sujets là, qu'on n'a pas pu aborder avec lui parce qu'on avait une panoplie de sujets. Mais on s'est vraiment focalisé là, sur certains sujets qui étaient vraiment plus intéressants. Donc, voilà, là, vraiment content d'avoir pu discuter avec Carl cette semaine. Yes, pareil. Tu sais, Carl Ouimet, là, c'est vraiment quelqu'un qui est important là, dans la structure du CF Montréal. Là, ça a été le premier joueur là, québécois à avoir signé. Là, vous l'apprendrez dans le podcast à partir de l'académie. Fait qu'on a vraiment eu des belles discussions qu'on a pu développer, comme Émile l'a si bien dit. Fait que super hâte, pardon, que vous pouviez écouter le pod. Bonne écoute. Salut Arnaud. Salut Émile, ça va bien? Ça va? En forme, toi? Yes, super content encore une fois de te retrouver, de retrouver un nouvel invité là, aujourd'hui. Fait que c'est ça, super hâte. Yes, donc sans plus tarder aujourd'hui, on est très heureux là, de recevoir un ancien joueur de l'Impact, un ancien joueur du Red Bull de New York aussi, joueur actuel là, en USL pour le Indy 11, Carl Ouimet. Salut Carl, comment ça va? Ça va bien vous? Ça va super Yes, bien. super. Un gros merci d'être présent avec nous aujourd'hui. On est vraiment content et heureux là, de pouvoir te recevoir, de pouvoir discuter avec toi. Fait que, d'emblée, on va y aller. Peut-être pour les personnes là, qui ont une moins grande connaissance là, à savoir qui est le Carl Ouimet et comment tu as fait pour te rendre là, où tu en es aujourd'hui et toutes les étapes là, auxquelles tu as eu à traverser durant ta carrière. Ton parcours un petit peu plus mineur, à quoi ressemble-t-il? Avant de te rendre, disons, à l'attaque de Trois-Rivières, vers quoi te passer là, dans ces années-là? Moi, j'ai grandi à Terrebonne. Au début, mon père, c'est un joueur de hockey comme la plupart des pères de notre âge. Et puis, lui, il m'a inscrit soccer, hockey, une couple d'autres sports. Jusqu'à l'âge d'à peu près 10-11 ans, je jouais au soccer, je jouais au hockey. J'étais un peu partout, j'en faisais beaucoup. J'ai joué mon soccer à Terrebonne quand j'étais jeune. Après ça, pour Desmoulins, ce qui recoupait, je pense que c'était le 2A dans le temps, ce qui recoupait Terrebonne, Lachenay, Mascouche. C'est ça. J'ai joué mon soccer mineur là-dedans. Après ça, le parcours vers 3A, qui était la Naudière. Je pense que ça a changé un peu avec les années. Là. Dans le temps, c'était les régions administratives. 3, on jouait contre Laval, on jouait contre Québec, on jouait contre toutes les régions. Passé par là, je te dirais, j'ai joué à la Naudière jusqu'à peu près 16 ans. Puis la Naudière, ils n'ont plus d'équipe. Ils ont comme fermé, il n'y a pas assez de joueurs ou ça ne marchait plus. J'ai été pour les rivaux. Il y avait une grande rivalité entre la Naudière et Laval. Là. Ça finit toujours en sang, cette affaire-là. C'était l'enfer. Mais finalement, j'étais allé jouer pour Laval, quand même assez proche. Puis des bonnes installations. J'ai bien fait là-bas. Puis à partir de là, j'ai été choisi pour les équipes du Québec. Euh, En fait, c'est un gros moment, c'était quand j'étais à Laval, ils m'ont mis défenseur central. J'avais toujours joué milieu de terrain ou attaquant quand j'étais plus jeune. À partir de là, défenseur central, vraiment fait une grosse année, été capitaine. Je me suis fait voir par les équipes du Québec. J'ai été au camp des équipes du Québec. Le tournoi, on a gagné le tournoi, le champion canadien à ce moment-là, Okay. quand j'avais 16 ans. On a gagné ça. Je me suis fait voir par l'équipe du Canada. Ça a vraiment été vite là, à partir de ce moment-là. Je me suis fait voir par l'équipe du Canada. J'ai été invité pour les qualifications de la Coupe du Monde pour l'équipe Canada. Euh, puis après ça, j'ai fait CNHP. Puis à partir de le CNHP à ce moment-là, c'était Philippe Lafroy qui coachait. On était vraiment un bon groupe de gars. On était au CNHP à Laval. Je continuais à aller à l'école. J'allais au collège de Laval dans ce temps-là. Collège Laval, direct après pratique, j'allais au CNHP. Puis le CNHP est comme devenu un peu l'attaque de Trois-Rivières et l'attaque de Trois-Rivières après ça, l'Académie de l'Impact. Là. C'est ce moment-là, c'était les débuts de l'Académie de l'Impact de Montréal.
La première année, l'attaque de Trois-Rivières, on avait des gars de 30 ans dans notre équipe. Ça a commencé à se former tranquillement. La plupart étaient un peu plus jeunes, mais après ça, tu avais des plus vieux. Puis l'autre année d'après, ils ont vraiment fait un mouvement vers le bas. C'était rendu les U23. OK. C'était 23 ans et moins. Et puis, c'est ça. C'est bon. Ouais. Tu parles de ton parcours là, qui est quand même, tu as passé par plusieurs étapes avant de te rendre là. C'est à quel moment tu dirais que tu as senti que c'était possible là, de devenir professionnel? Est-ce que c'est quand tu as été changé de défenseur central ou tu avais des aspirations, même quand tu jouais plus jeune? Là? C'est quand tu l'as senti vraiment que c'était possible? Mais je sais pas, je suis un peu naïf comme personne. Moi, je suis un peu day-to-day OK. à le moment présent. Fait que mes parents m'ont toujours dit focus sur l'école, finis ton bac, fais tes affaires comme il faut parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui arrive. Puis moi, par ma nature, j'ai toujours été quelqu'un de compétitif. Je voulais toujours être le meilleur, je voulais toujours gagner. Fait que c'est plus ça qui a fait en sorte que je suis devenu professionnel. Je me donnais vraiment pas de pression. Il n'y a personne qui l'avait fait à ce moment-là. Fait que c'était vraiment dans le day-to-day, arriver à l'entraînement, bien faire, avoir une bonne influence sur mes coéquipiers pour gagner en équipe, justement. Fait que on a gagné quand on était avec l'attaque de Trois-Rivières. On a Ouais. gagné la CSL dans le temps. Fait qu'on a gagné ça. Puis après ça, le partenariat Académie de l'Impact, Impact est comme devenu de plus en plus solide. Fait que au début, c'était une fois de temps en temps, j'avais pratiqué avec l'équipe pro. Puis après ça, de plus en plus, je faisais bien. C'est pas comme si j'arrivais à l'équipe pro puis je savais pas ce que je faisais puis j'étais vraiment pas de niveau. J'étais quand même de niveau. Fait que les gars, OK, parfait, tu reviens, tu reviens. Puis là, de plus en plus, ton temps avec l'équipe première augmente. Je pratiquais. Puis à un moment donné, ils m'ont dit, après, je pense, un an et demi, je pratiquais avec eux autres. Ils m'ont assis, ils m'ont dit, regarde, à partir de ce moment-là, tu pratiques juste avec nous autres. Puis tu vas jouer les matchs en CSL la fin de semaine. OK. J'étais genre parfait. J'étais avec l'équipe première tout le temps, puis je veux pas, tu es en train de pratiquer avec des joueurs de très haute qualité. Donc, ça m'a aidé à me développer. Et puis, à un moment donné, Nick DeSantis, il m'a invité à dîner, puis il m'a dit bon, Carl, on est prêt à te signer. Fait que, c'était l'année avec Jesse Marks, la première année en 2012. Il m'avait amené au score, je pense. Il m'a amené au scores. Devant un bon repas, je sais pas, je pense que j'avais pris des ribs, quelque chose, aucune idée. Puis, il me dit bon, Carl, on est prêt à te signer, tu fais bien, puis tu le mérites. Fait que, à partir de ce moment-là, j'ai signé mon premier contrat pro. Extrêmement content. C'était vraiment un beau moment, mais je me suis jamais vraiment mis la pression ou j'étais dans le moment présent, je faisais mes études, je jouais au soccer. C'est la belle vie, mais la vie est devenue encore un petit peu plus belle. C'était bon. Yes, puis tu nous parles justement, c'est ça que tu as réussi à signer ton contrat pro. Avant de signer ton contrat pro, quand tu allais aux entraînements, surtout là, dans les premières semaines, comment tu te sentais? Est-ce que ton intégration avec l'équipe première s'est bien faite? Est-ce que tu avais un petit stress quand tu allais aux entraînements de savoir je veux réussir à signer ce contrat-là? Comment tu as vécu ça, ces entraînements-là, avant justement de signer ton contrat professionnel? Oui, mais c'est sûr qu'au début, c'est impressionnant. Là, tu joues contre des vraiment bons joueurs. Tu avais des Marco Di Vaio, tu avais Asun qui était là, Patrick Bernier. Tu avais plein de monde. Fait que c'est sûr que c'est un peu intimidant. Mais les joueurs, ils voulaient que tu fasses bien. Il y a des environnements, des fois, qui sont un peu négatifs, un peu les jeunes, mais nous, moi, l'environnement, je ne l'ai pas senti comme ça. J'arrivais aux entraînements, puis le monde me respectait. J'ai toujours été quelqu'un qui travaillait fort. Fait que, de par ma nature, je pense que j'ai eu beaucoup de respect par rapport à ça. Là, je le vois, je suis un peu plus vieux, je suis un des vétérans. Quand quelqu'un vient, un jeune vient avec l'intention de travailler puis vient bien faire les choses, même si ça ne marche pas nécessairement, au moins, il y a cette attitude-là qui vient avec. Puis à repenser, je pense que ça m'a aidé beaucoup à m'intégrer, d'être là, puis de le faire sérieusement, puis de le faire pour arriver à un résultat. Puis à ce moment-là, c'était
C'était bien. Écoute, j'ai pas ressenti trop de pression. Oui. Puis, comme je vous dis, il n'y a personne qui l'avait fait encore. Moi, je prenais l'expérience, puis je me donnais à fond. Quand tu ne t'attends pas nécessairement, puis tu fonces, puis tu ne te poses pas de questions, puis c'est pas dans ta tête tout le temps, est-ce que je dois signer, est-ce que je dois signer, est-ce que je dois signer. Si tu mets les éléments, les pions en place pour arriver là, j'ai l'impression que ça va se faire naturellement. Si tu dis je devrais avoir ci, je devrais avoir ça, Ouais. là, après ça, tu relâches un peu le pied sur le gaz, c'est là que tu ne vas peut-être pas signer. Moi, c'était juste, je vais à fond, puis ce qui arrivera, arrivera. Puis ça l'arrive, ça l'arrive, ça l'arrive pas, ça l'arrive pas. Tu apprécies le moment présent, puis après ça, il arrive ce qui arrive, j'imagine. Mais, puis là, tu le parles aussi, là, tu dis que tu as été le premier à vivre ça. Tu as été le premier aussi, le premier joueur issu de l'Académie de l'Impact, justement, à signer ton contrat professionnel. J'imagine que ça, et cette saveur-là d'être le premier devait te rendre encore plus fier là, de tout ça. Oui, non, c'est sûr. C'est gratifiant d'être le premier à faire quelque chose. C'est toujours le fun. Tu ouvres la porte un peu. Ouais. C'est comme à chaque fois que je regarde les Olympiques, puis il y a quelqu'un en planche qui fait un quadruple backflip pour la première fois. Ça, ce feeling-là doit être incroyable. Tu as brisé quelque chose que le monde dans leur tête pense qui est inatteignable. C'est bien, c'est le fun. Puis après ça, on voit, il y a beaucoup plus de jeunes d'académie qui signent pro, qui sont capables d'avoir des carrières professionnelles. Il faut que ça commence à quelque part. Puis là, je pense que l'Impact a vraiment. L'Impact, C'est bon. le CF Montréal, maintenant, a mis une bonne structure en place pour être en mesure, de développer des jeunes et d'avoir du monde qui joue pour l'équipe pro. Dans le temps, je parlais, moi, j'avais 16, 17 ans, mais on jouait en CSL. On jouait avec du monde de 26 ans, 28 ans. C'était plus une équipe, c'était pas très organisé à ce moment-là, mais là, maintenant, c'est à des années-lumière. Ouais. Et je ne me souviens plus c'est quoi la plus jeune catégorie d'âge, mais tu as des 14, 16, 18, 21 dans le temps, c'est de ce que je me souviens. C'est vraiment une pyramide claire vers le contrat professionnel. Fait que là, si tu me demandes, la même question à Carl Ouimet qui entre l'Académie de l'Impact à 14 ans, tu as peut-être plus ce rêve-là en tête d'essayer d'avoir un contrat, de décrocher un contrat professionnel parce que c'est vraiment un cheminement clair. Moi, c'était plus un cheminement un peu désorganisé où ta qualité va transparaître, mais à travers justement c'est pas comme si les coachs allaient voir les matchs de l'attaque. Ils en entendaient parler une fois de temps en temps. Là vraiment, c'est des discussions qui est bon à partir de 14, Ouais. 16 ans. Ah, ce gars-là, il est bon, OK, on va changer de niveau, on va faire ça, on va l'amener avec l'équipe pro, on va monter d'une classe. C'est vraiment bon pour le soccer québécois, ou le soccer en général. Puis tu sais, tu parles justement que la structure maintenant, c'est une pyramide claire. Toi, tu as vécu un peu le changement de structure, comme tu disais, l'attaque est devenue, tu sais, c'est relié avec l'Académie de l'Impact. Puis l'Impact, est-ce que tu penses que ça l'a aidé vraiment dans ton développement ou ça n'a pas changé grand-chose? Tu sais, le fait que la structure aille vraiment plus vers l'Académie au lieu d'être l'attaque. Mais c'est sûr que ça a changé parce que le fait que tu t'entraînes à la même place, tu vois l'équipe pro souvent, il y a vraiment un lien qui se crée. Au lieu de, on le voit ici en USL, les académies qui ont, les équipes MLS qui ont des académies dans la même ville, ils ont beaucoup plus de succès que, mettons, des équipes MLS qui ont des équipes ailleurs. Puis là, ça s'en vient de plus en plus, les équipes veulent avoir leurs académies dans la même ville au lieu d'avoir une équipe affiliée. Okay, ouais. Je me souviens, Philly Union, c'était quoi le nom de leur équipe 2? Je ne me souviens plus. Mais c'est comme une ville à quelques heures de route. Fait que, vraiment, le joueur, il pratique avec cette équipe-là, mais il n'est jamais dans l'environnement pro. Ouais, Il c'est ça. est coach pro. Puis une fois de temps en temps, il descend par avion juste pour être sur pour jouer dans un match, pour faire ci, pour faire ça. Moi, vraiment, c'était
c'était parfait de pouvoir m'entraîner avec l'équipe pro et puis après de jouer les matchs la fin de semaine. Fait que ça me donnait du temps de jeu en plus d'avoir du temps de pratique de qualité avec les pros de la MLS. Ça a vraiment aidé. Tu n'aurais pas ça si jamais l'attaque de Trois-Rivières restait à Trois-Rivières puis le CF Montréal restait à Montréal. Fait que ça l'a beaucoup aidé. Yes, c'est ça. Puis peut-être là, par rapport à ça, tu dis que tu t'entraînais avec l'équipe pro. C'est qui, tu sais, au début, tu dois arriver à 19, 20 ans. Tu avais quel âge quand tu t'entraînais pour la première fois avec l'équipe pro? Je devais avoir 17-18 ans. C'est ça. C'est qui, mettons, quand vous êtes arrivé à MLS, par des Divayo, des Camara, des Bernier, c'est qui le joueur qui t'a le plus épaté là, dans ton entraînement? Ça peut être à New York aussi ou partout où c'est que tu as joué. C'est qui t'a le plus épaté? Ben, positionnellement, moi, Asun, j'ai toujours adoré Asun. Positionnement très bon techniquement. Ses têtes étaient fantastiques, positionnement. Fait que la première fois, tu sais, j'ai été à peu près, je te dirais, début 2011, peut-être fin 2010, je m'entraînais avec eux autres. Puis la première fois, vraiment, c'est Asun que j'ai fait comme OK, il est bon, lui. Il est bon à temps, mais tu sais, on avait tellement de joueurs de qualité. Divayo, incroyable. Patrice Bernier, incroyable. Tu avais les Justin Mapp. Tu avais beaucoup de monde qui donnait de la qualité. Moi, j'ai toujours adoré aussi Andrew Wenger. Ouais, c'est le premier choix. Qui n'a pas nécessairement réussi à livrer la marchandise. Il n'a pas réussi à livrer les attentes qu'on attendait de lui, mais au niveau pratique, au niveau force physique, technique, tout, j'ai toujours été impressionné par lui en pratique. Toujours extrêmement difficile à marquer, mais très bon joueur, extrêmement bon joueur. Puis au fil des années, écoute, il y en a eu beaucoup. Là. Quand j'étais allé à New York, il y avait des Bradley Wright Phillips, Sacha Kljestan qui étaient incroyables selon moi. Tu avais beaucoup de. En fait, c'était les deux à New York que je trouvais qui étaient incroyables. J'ai joué avec Sean Wright Phillips aussi, très bon. C'est sûr que tu vois des gars de même, puis tu jases, tu parles de foot, tu apprends beaucoup. C'est surtout l'aspect mental, l'aspect comment je me sentais à ce moment-là, puis j'ai réussi à faire ça. C'est beaucoup sur ça que j'essaie de me concentrer parce que une de mes forces, c'est l'aspect mental. Si tu n'as pas ça, selon moi, c'est vraiment dur d'y arriver pendant longtemps au niveau soccer. Rester concentré, ton positionnement, tu es fatigué, comment tu es capable de surmonter les obstacles à ce moment-là, puis de bien te positionner, de bien communiquer, puis de faire ta job. Fait que, il y a beaucoup de monde qui m'ont influencé de ce côté-là. Tu nous parles de l'aspect mental qui est vraiment important. Et si j'en viens un petit peu là, à ta transition de Montréal vers New York où tu as été libéré par l'Impact, comment tu as vécu ça justement mentalement, cette libération-là, quand l'Impact t'a libéré? Est-ce que ça a été un dur coup pour toi? Comment tu as vécu ça mentalement, là, cette libération-là? Ouais, non, c'était vraiment dur. C'était dur sur plusieurs aspects. Aspect numéro 1, tu réalises que tu ne joueras plus à la maison. Ça a été vraiment dur. C'est vraiment, Montréal, c'est chez nous. J'ai toujours vécu à Montréal, à Québec, Terrebonne. Fait que c'est sûr que de savoir que je ne vais plus pouvoir jouer devant les Québécois, devant mes parents, d'être à la maison, ça m'a vraiment fait mal. Après, l'autre, c'était le timing. Je m'étais fait libérer par l'Impact quand même assez tard en 2015. Fait que c'était après le camp d'entraînement. À ce moment-là, les équipes ont déjà la plupart de leur roster déjà fait. Ils ont déjà leur effectif. Fait que je m'étais dit, ça va être quelque chose. Là. Ça va être quelque chose d'essayer de se replacer dedans. Puis non, c'est ça, juste de savoir que ta vie ne sera plus jamais la même. Tu étais un peu naïf quand tu es jeune. Quand je repense à mon état de pensée, mon état d'esprit à ce moment-là,
quand j'avais signé mon premier contrat pro, je m'étais dit, dans ma tête, je me voyais, je vais jouer 10, 15 ans à Montréal. C'est assez clair pour moi. Je travaille fort, je pratique bien, mentalement, je suis bien, je parle au monde. Au niveau PR, je vais être capable de bien représenter l'équipe. Fait que pour moi, je me voyais jouer 10-15 ans à Montréal. Mais tu réalises que ce n'est pas nécessairement ce qui se passe dans le monde du sport professionnel. C'est beaucoup de changements, beaucoup de déplacements. Il y a des changements de coach, il y a des changements de mentalité, il y a des changements d'organisation. Il y a beaucoup d'éléments qui font en sorte que tu dois t'adapter puis passer au prochain projet, si tu veux. Fait que, à ce moment-là, moi, c'était juste parler à mon agent d'essayer d'avoir de quoi. D'essayer d'avoir un essai à quelque part en MLS. Il y a des équipes USL, des équipes NASL qui étaient intéressées aussi, mais c'est sûr que je voulais rester au plus haut niveau. Je voulais rester en MLS. Oui. Et puis, Jesse Marsh, qui m'avait donné mon premier contrat en 2012 avec Montréal, lui était rendu à New York. Fait que mon agent était capable de le contacter. Puis Jesse a dit, OK, parfait, on est en train de voir pour un autre défenseur central. Il dit, je vais l'amener au camp. Il dit, c'est sûr qu'il y a un défenseur qui est déjà avec nous. Depuis un moment, on est en train de voir si on peut le signer, mais on va t'amener au camp d'entraînement et on va pouvoir partir de là. T'sais. Fait que là, dans ma tête, j'avais 2 semaines. J'avais vraiment 2 semaines pour essayer de me faire valoir puis gagner ce contrat-là. Donc, j'avais 2 semaines en Floride, j'étais allé là, puis l'autre gars était quand même, ça faisait comme 8 ans, je pense, qu'il était en MLS. Fait que c'était quand même, il était un peu plus âgé. C'était quand même intéressant, là. J'avais été là, fait de ma job, écoute, discipliné, bon sur le terrain, bon avec les coéquipiers et tout, puis j'avais réussi à décrocher le contrat. Fait que ça a été un vraiment bon moment là, parce que je ne sais pas ce que j'aurais fait à partir de ce moment-là. Je ne sais pas si je me serais juste concentré sur mes études ou j'aurais essayé de signer probablement à Ottawa ou quelque chose comme ça. Fait que, à partir de là, j'ai signé pour les Red Bulls. Puis ça a vraiment été positif. Une super bonne organisation. Jesse est un super bon coach qui coach maintenant en Europe. Fait vraiment bien. Fait que ça a été un bon moment, mais disons que le turnaround, le point tournant, de passer au niveau, je suis déçu, je ne suis plus avec l'Impact, à OK, bon, c'est quoi tu fais maintenant? Cette transition-là mentale a vraiment fait la différence. Là. J'ai mis ça derrière, j'ai dit OK, parfait. J'ai adoré mon temps à Montréal, adoré l'organisation. Maintenant, ça, c'est chose du passé, mais maintenant, je vais prendre ça, je vais prendre ce que j'ai appris, je vais mettre ça à New York, puis je vais démontrer que j'ai ma place sur l'équipe, sur le roster. Puis, vas-y, mets pas de stress. OK, c'est bon, je vais aller, désolé. Puis là, tu sais, ça fait déjà une couple d'années là, que tu es dans des États-Unis. Depuis que tu es à New York, là, tu traînes un peu plusieurs équipes. Tu es rendu avec Indy 11 depuis quelques années. Puis là, on vient de traverser une année qui est complètement différente peut-être de ce qu'on a vécu là, dans les autres années. Comment ça s'est passé, toi, à partir de mars dernier, ça fait à peu près un an? Est-ce que ça a été dur? Est-ce que tu es revenu au Québec? Est-ce que vous avez pu jouer des matchs? Peut-être explique-nous un peu comment ça s'est passé là, pour ton cas. Oui, bien, c'est ça. Nous autres, en fait, on a commencé l'année de façon intéressante. On a joué le premier match l'année passée. Je pense que c'était quelque chose comme le 6 mars, quelque chose. Okay. Fait que, on a joué notre match, on perdait 2-0. Puis juste avant la mi-temps, on a scoré. On a gagné 4-2. Fait qu'on a commencé la saison, tout le monde était content. Let's go. On a une bonne équipe, on y va. T'sais. Puis, on est tous fired up, comme tu dirais en anglais. Là. On est prêts pour notre prochain match, c'était à Kansas City. Puis là, je pense qu'il commençait à avoir des rumeurs
3-4 jours. On jouait le samedi, à peu près le mercredi, il commence à avoir des rumeurs comme quoi peut-être que tout se fermerait, il n'y aurait pas de saison, quelque chose. Puis on continue à pratiquer, le monde jase pas mal. Puis je pense que le vendredi, ils nous disent bon, notre match est annulé contre Kansas, puis on tombe en quarantaine en théorie. Fait que saison annulée, je réviser la situation. Fait que c'était quand même assez intéressant. Là. On était chez nous, finalement en quarantaine ici, c'était pas grand-chose à faire, tout était fermé. Donc, ils nous ont dit bon, vous êtes de même jusqu'à temps que ça reprenne. T'sais. Puis je pense que c'était fin mai ou début juin, on a commencé à faire des entraînements tranquillement, pas vite. Okay. Je pense que c'était on pratiquait tout seul au début. OK. Puis les coachs avaient des drills pour nous autres. Fait qu'on avait accès au terrain, mais on était tout seul. Après ça, on était en groupe de 4 pour une couple de semaines. Puis après ça, on était en groupe de 10, la moitié d'équipe pour une couple de semaines. Après ça, on a repris. Mais on a repris en juillet, je pense. Je pense que c'était le 10 juillet autour de ça. Mais tu sais, c'était vraiment beaucoup de temps d'attente, beaucoup d'incertitudes, pas savoir ça ressemblerait à quoi la saison. C'était quand même assez rough, mais moi j'étais chanceux, j'avais ma femme avec moi. Fait que, OK. Je sais, tu n'es pas revenu au Québec, toi, tu es resté à Indianapolis. Tout là. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, ils nous ont dit de ne pas quitter notre marché. OK. Parce que justement, si tu quittais et qu'il fallait fermer les frontières, par exemple, ben, ouais, t'étais mal. Ouais, un bris de contrat, en théorie, là, si tu n'es pas capable de jouer parce que c'est ta faute, tu es parti. Tu n'as pas respecté l'engagement de ton contrat. Fait que c'était vraiment de rester à Indianapolis. Fait que, écoute, prendre des marches, jouer. Ben, nous autres, on aime les jeux de société pas mal. Là, fait que beaucoup de jeux de société. Faire à manger, chiller sur le balcon, beaucoup de ça, mais c'était dur. C'était dur. C'était comme un autre off-season, mais pendant la saison. C'était assez bizarre, mais on a passé à travers, puis c'était aussi les négociations avec la Ligue. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'équipes qui avaient des problèmes financiers à ce moment-là. Il y a beaucoup de propriétaires qui ont d'autres business qui ont été affectés par la COVID. Fait qu'eux autres, avaient de la misère. Fait qu'ils ne voulaient pas nécessairement payer les joueurs. Ils voulaient que les joueurs prennent une coupure de salaire. Puis, c'est vraiment d'essayer de voir tout ça avant qu'on puisse recommencer. Fait que c'était des négociations sur les protocoles de retour pour que tout le monde soit en sécurité quand ils reviennent. Des négociations salariales, des négociations sur beaucoup de trucs. Fait qu'il y avait beaucoup d'appels. Puis finalement, on est revenu, on se faisait tester à chaque semaine. Okay. Le format, c'était 15 games. Fait que 16 games incluant la première qu'on a jouée. Fait 15 games extra. Puis on ne voyageait pas en avion, on a joué contre les 4 mêmes équipes. Les 3, on était 4 dans notre division. Fait qu'on jouait contre les 3 mêmes équipes. Puis c'est des équipes qui étaient proches de nous autres. Puis nous autres, on a joué contre Louisville, Saint-Louis puis Kansas City. Puis c'était tout en boss. Fait qu'on a fait quelques heures de boss. C'était assez intéressant. Mais au moins, on a passé à travers, on a été capable d'avoir un semblant de saison. Puis non, je pense qu'ils ont bien fait de ce côté-là. Ils ont réussi à mettre quelque chose sur la table puis d'être en mesure d'avoir une saison. Ça a été intéressant comment ça a fini parce qu'il n'y a pas vraiment eu de finale. La finale a été cancellée parce que ça supposait être Phoenix contre Tampa Bay. Tampa Bay, finalement, ils ont eu 12 gars qui ont pogné la COVID avant la finale.
Fait que je pense qu'ils ont réussi à bien contrôler toute l'année. Ils ont réussi à tout contrôler. Sauf là. Ouais. Ça, sauf la finale. Je pense qu'il y avait juste une autre équipe qui avait eu beaucoup de cas. Puis il y a eu quelques matchs annulés, mais pas tant que ça. Puis à la fin, ouais. Alors, quasiment là. Quasiment là. Fait que, c'est ça. Puis, si tu nous parles un petit peu là, d'un horaire type en USL, admettons, dans la vie de tous les jours, là, si hors COVID, comment ça se passe une journée type là, dans la vie à Carl Ouimet? Parfait. Dans ma vie, c'est pas du 9 à 5. Fait que ça, c'est le fun. Mettons, nous autres, on pratique le matin, on pratique à 10 heures. Fait que ça serait, je me lève le matin vers, je sais pas moi, 8h30. Après ça, je pars vers 9. J'arrive au centre d'entraînement vers 9h15. Après ça, je me change, on chill avec les gars. L'entraînement commence à 10h. On pratique d'à peu près 1h30. 1h30 environ, 1h30, 1h45. Nous autres, on est chanceux, Andy, on a vraiment des bonnes installations. On pratique un complexe qui s'appelle Grand Park, qui est un gros complexe. Il y a à peu près 35 terrains. C'est vraiment le fun. Notre bâtisse est juste à côté des terrains. Fait on sort dehors, on s'entraîne juste à côté. Fini l'entraînement, on rentre en dedans. Puis là, avec COVID, c'est un peu plus tricky. D'habitude, on a des lunchs, puis on mange là-bas, tout le kit. Là, ils ont des repas préparés pour nous autres. Fait que prends le lunch, puis la journée est finie. Mais en fait, ça, il y a 2 fois semaine aussi qu'il faut aller au gym. Fait qu'on a des passes de gym à lifetime. Quand même un bon gym aux États-Unis. Là. Fait que mardi, jeudi, séance de gym, à peu près une demi-heure, je te dirais. Fait que pratique, reviens chez nous un peu. Après ça, l'après-midi, séance de gym les mardis, les jeudis. Puis c'est fait pour la journée. D'habitude, quand on joue à l'extérieur, le vendredi, on part après la pratique. Puis, on pratique. Puis d'habitude, on part quasiment direct après, mais des fois, on part un peu plus tard. Fait que voyagement le vendredi, on reste à la couche à l'hôtel le vendredi soir, puis on joue le samedi. Puis on vient soit le dimanche ou après la game. Encore une fois, avec COVID, l'année passée, c'était beaucoup de bon, on arrive là le vendredi, puis direct après la game, on y va, parce qu'il fallait réduire le temps dans les autres villes. Mais d'habitude, tu couches là-bas après ta game, puis tu reviens le lendemain. Fait que, la fin de semaine, quand même assez chargée là, avec les matchs et les déplacements, mais la semaine, c'est pas si pire. Je suis revenu chez nous vers 1h. Puis, repos, on reprend le lendemain. Fait que, en pre-season, c'est un peu plus intense. Des fois, on a 2 pratiques par jour, une fois de temps en temps. Comme là, on a beaucoup, beaucoup de matchs. On est rendu à 45 minutes, à faire des 45 minutes. Tu ne peux pas jouer des 90 direct progressivement. On va prendre là. Fait que, on a déjà joué, on a commencé début avril. Début avril, fait que non, début mars. Début mars, oui, début mars. On commence là, demain. Non, on a commencé début mars, puis on a déjà joué, je pense, 4 games. Ouais, 4 games. OK. Dans le fond, présentement, c'est ça, vous avez la permission là, de jouer des games, là, parce que, mettons, nous ici, à Québec, on est toujours dans l'interdiction, là, justement, de pouvoir jouer des games. Fait que vous, dans le fond, vous avez cette permission-là. Là. Ouais, c'est ça. Fait au niveau des protocoles, c'est vraiment... faut se faire tester quelques jours avant de jouer. Nous autres, on se fait tester à chaque semaine de toute façon. Fait que c'est vraiment pour que l'autre équipe, quand je joue des collèges américains, faut vraiment qu'eux autres respectent nos protocoles aussi. Fait que souvent, ils se font tester 2 fois avant qu'on joue. Fait que c'est vraiment de ce côté-là pour pas
pour pas qu'on le pogne. Je suis content que s'il y a quelqu'un qui le pogne dans l'équipe, la majorité risque de le pogner. Ouais. Mais là, il y a des bonnes nouvelles aux États-Unis. Ils commencent à vacciner tout le monde, surtout en Indiana, ils commencent à vacciner tout le monde. Fait que, à partir d'aujourd'hui, en fait, le monde peut prendre leur rendez-vous pour se faire vacciner les 16 ans et plus. Oh, ouais. Ouais. Fait que la majorité de l'équipe devrait être vaccinée d'ici fin avril, je te dirais. Fait que moi, j'ai déjà eu ma première dose de Pfizer. Okay. Je vais avoir ma deuxième dose bientôt. Puis ça bouge quand même assez vite là, ici aux États-Unis, niveau vaccin. Fait que ça, c'est encourageant. Après ça, on va voir s'ils vont ajouter des protocoles ou quelque chose. Mais pour l'instant, on se fait encore tester à chaque semaine. Puis on a des restrictions par rapport des restrictions plus sévères par rapport aux restaurants, aux endroits publics pour pas qu'on le pogne. La communauté, en théorie, ont le droit d'aller au restaurant ici, ont le droit d'aller un peu partout, en fait. Mais nous, c'est écrit c'est avec la USL, c'est vraiment, il faut limiter nos contacts le plus possible pour être capable de protéger tout le monde puis de rester safe quand on joue. Okay. Puis, tu dis la saison, là, vous avez commencé un peu les pre-season puis tout. Ce serait quoi, peut-être l'objectif collectif que vous avez en tant qu'équipe, puis les objectifs individuels que toi, tu te fixes pour la saison qui s'en vient? Oui, une bonne question. Les objectifs, nous autres, on aspire toujours à gagner. Fait que, nos objectifs, on est une bonne équipe, on a un des bons budgets en USL. Fait que c'est vraiment de gagner la saison régulière, gagner les playoffs. Fait que c'est ma femme et mon bébé. Fait que c'est ça les objectifs. C'est vraiment de gagner, de bien faire. Écoute, de gagner le plus de matchs possible. On est passé proche de 2 ans, on est allé en finale de l'Est. Okay. On gagnait 1-0, puis 30 secondes de la fin, on jouait contre Louisville, ils ont scoré, puis ils nous ont battus en extra time. Fait que c'était un peu une pilule assez dure à avaler, mais là, cette année, on a vraiment une bonne équipe. Fait que c'est d'essayer de mettre les principes, d'essayer d'avoir l'attitude pour être en mesure de gagner. Puis individuellement, as-tu des objectifs, toi, en tant que joueur? Oui, moi, j'ai toujours des objectifs. Moi, j'ai 32 matchs cette année. Fait que moi, mon objectif, jouer 30 matchs. 3 buts, défenseur central, mais 3 buts. Puis vraiment, au niveau des clean sheets, moi, les clean sheets, c'est un de mes objectifs à chaque année. J'aimerais qu'on se rende cette année autour de 12-13 clean sheets. Là, ça ferait du sens avec ce qu'on a comme équipe, ce qu'on a fait dans les dernières années. On est toujours fort défensivement. Je pense que cette année, on va avoir un peu plus. On va être encore meilleur offensivement. On a eu de la misère un peu dans les dernières années. Mais on est allé chercher des joueurs qui vont pouvoir faire la différence. Mais je te dirais 13 jeux blancs, ça serait bon. Encore une fois, faire les playoffs, gagner. C'est des objectifs. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est pas on joue pour jouer. C'est fun. C'est le fun, on adore, mais ici, il faut gagner. C'est plus le fun quand on gagne. Ouais, je pense qu'il est temps aussi. Là, c'est ma 4e année. Là. Ouais. On n'est pas assez proche, mais au moins d'être capable d'aller chercher quelque chose cette année. C'est réaliste, puis c'est réalisable. Pourquoi pas? Yes. Puis, je veux juste revenir, là, tantôt, tu nous parlais de vos installations. Là. On sait que vous jouez vos matchs au Lucas Oil Stadium, là, qui est le stade des Colts d'Indianapolis là, au football. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose d'incroyable? Je ne sais pas, est-ce que tu écoutes beaucoup le football? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de nice jouer justement dans ce stade-là? Je ne sais pas comment se passe la vie à Indianapolis, là, si tu suis beaucoup cette équipe-là ou d'autres équipes sportives. Là, si tu peux nous en parler un petit peu là, justement de cette vie-là à Indianapolis.
Ouais, ben c'est sûr que à Indy, c'est très axé sur le football. Football et basketball, Les Pacers. ouais, c'est ça, les Pacers aussi. Je me suis attaché beaucoup aux Pacers, un petit peu au coach. J'étais allé voir une coupe de match OK. COVID. Euh, c'est bon de mentionner. Non, c'est ça. C'est le fun de jouer là-dedans. C'est vraiment le fun. Le stade est incroyable. Le toit s'enlève. Oui. Il fait beau. C'est vraiment le fun. Mais on s'entend, c'est un stade de 75 000 personnes. Oui. C'est vide. Ouais, l'ambiance, ça doit être. C'est très, très, très vide. Même, on avait 20 000, je pense, le 2 ans à notre opener, puis OK. c'était 75 000 personnes, c'est comme un peu plus que le quart. Fait que c'est ça. Ben, cette année, on va jouer nos matchs au Michael Carroll Stadium, OK. fait que, le stade de IUPUI, l'université. Fait que ça va être un petit peu ben, beaucoup plus petit, mais au moins l'ambiance va être le fun. En Ouais, fait, c'est ça. c'est là qu'ils jouaient avant que j'arrive. Quand je suis arrivé en 2018, c'est la première année qu'on joue au Lucas Oil. Fait qu'on a joué là les 3 dernières années. Là, on revient où est-ce que ça a commencé pour eux. En NHL, c'était là qu'ils avaient commencé. C'est là qu'ils avaient joué plusieurs années. Puis je pense que les fans vont adorer. Les fans adorent cette place-là. Puis je pense que c'est majoritairement à cause du fait qu'ils ont le droit de faire péter les smoke. Ah, ouais, ils capotent sur la fumée, eux autres. C'est l'enfer. Ils Ah. adorent ça. Fait que on a joué une coupe de game de playoff il y a 2 ans. Puis, tabarouette, ça pète de partout. C'est l'enfer. Fait que, non, on a vraiment des bons partisans. Puis je pense que ça fait du sens. Ça fait du sens. On n'aura pas les lignes, encore une fois, parce qu'on a les lignes de football. OK. C'était Ça fait un peu cabochon euh, quand tu joues sur un terrain de football, surtout pour une équipe de notre niveau. Fait que ça va être le fun. Ça va être le fun. La surface est un petit peu dure. On est en train de voir si on va être capable de changer le turf. Mais je pense que ça va être le fun. Mais euh, pour revenir à ta question, effectivement, à chaque fois que j'arrive au stade, c'est vraiment c'est grandiose. Ouais. Tu arrives, tu regardes autour, c'est vraiment fou. Là. Mais pour y avoir été, pour avoir été voir un match quand les coachs jouaient, C'est intense, hein? c'est rempli, puis c'est bruyant. C'est bruyant, c'est très bruyant. Puis, mais c'est le fun. C'est vraiment le fun. C'est un beau stade. C'est très bien fait. Puis, euh, si on était capable de le remplir, ça serait Ouais, incroyable. incroyable, mais je pense pas. Je pense pas que ça va arriver. Fait que, pour l'instant, on va être au Carroll, mais on est en train de voir, ils sont en train d'essayer de construire leur stade Un aussi. projet de stade, OK. Indy 11 Park, notre propriétaire, il est dans l'immobilier, fait que c'est vraiment, il veut faire un stade, des hôtels, des bureaux, comme une plaza, quelque chose de même, fait qu'il y a des restaurants, puis tout. Fait que c'est un de ces gros projets, là. On devrait en savoir plus bientôt, fait que c'est à voir. Mais de jouer sur du gazon naturel, ça serait pas pire. On s'entraîne sur du gazon naturel, fait que ça, c'est quelque chose de. Si tu parles aux joueurs professionnels, ceux qui s'entraînent sur du gazon naturel sont vraiment contents. Super. Moi, Émile, ça fait le tour pour moi. Là, si tu veux faire le dernier segment, peut-être, avec Carl. Et le dernier segment là, qu'on fait un peu avec tous nos invités, c'est le this or that là, en anglais, le ça ou ça. Ouais. On te propose deux choses, puis tu y vas avec ce qui te tente le plus. Okay. Parce que le premier, tu nous l'as un peu répondu tantôt, c'était les Pacers ou les Colts. Pacers. Les Pacers, es-tu allé voir des matchs des Pacers? Ouais, j'ai été voir. J'ai même été voir, il jouait LeBron. Il jouait Oh, LeBron. ouais. Fait que j'ai été voir LeBron jouer, fait que c'était pas pire. Là. C'est vraiment une belle arena, un beau court. Fait que c'était le fun.
OK, good. Deuxième match, c'était jouer. Deuxième question. Jouer au Stade Saputo ou jouer un match dans le Stade olympique? Stade Saputo. Stade Saputo? Parfait. On a un gazon naturel, les fans sont plus proches. Ouais. Vraiment, le Stade Saputo, classe, vraiment classe. C'est un beau stade. Puis, Stade olympique, en background, parfait. Ouais. Plateau. Quand on joue dessus, c'est pas le best, mais ça fait toujours son charme aussi. Là. On jouait quelques matchs au début de l'année, là, c'est toujours spécial, mais un ou deux, puis après ça, Assez, hein? on repasse au Stade Saputo. Marquer un but à la 90 minutes qui donne la victoire à ton équipe ou sauver un but sur la ligne à la 90 minutes aussi qui donne la victoire à ton équipe? Marquer un but. Marquer un but? Marquer un but. Je me rappelle encore de quand j'avais marqué contre. Philadelphie, hein, il me semble, c'est ça? Ouais, c'était 1-1. J'ai quasiment proche. C'était la 86e minute. Mais vraiment, qui me donnait la victoire, qui me donnait un passage vers la série. Fait que ce feeling-là est incroyable. Puis c'est sûr, en tant que défenseur, tu veux toujours arrêter les buts, tu veux toujours bien faire. Mais tu t'en rappelles plus quand tu as compté un but. Tout le monde oublie un peu quand tu sauves un but ou quelque chose. C'est de par notre position sur le terrain, les défenseurs sont faits pour ne pas se faire voir. C'est vraiment, tu joues dans l'ombre. Si tu te fais voir, d'habitude, c'est parce que tu fais une erreur. Fait que c'est de se faire reconnaître une fois de temps en temps, on le prend. 100%. Mais c'est tout pour ce segment-là. Ouais. Puis on en fait un autre avec toi. Ton 5 de rêve, un petit peu, avec les joueurs que tu as déjà joués. C'est-à-dire, un gardien, tu fais la formation que tu veux après, mais il faut que tu sois dans ton alignement. Okay. Tu choisis un gardien puis 3 joueurs, c'est ça? Un gardien, 3 joueurs pour jouer un match à 5 contre 5. Avec des joueurs avec lesquels tu as déjà joué là, dans toute ta carrière. OK. Je vais y aller Maxime Crépeau, début. Ouais. Après ça, je vais y aller. On l'a pris par surprise. Oui, je pense que oui. Ouais, attends un petit peu. Je vais y aller Bradley Wright Phillips. Sacha Kljestan. Puis. J'essaie de voir là, la balance du 4. Ouais, il faut un équilibre. Donc, on a notre attaquant, notre gardien de but, notre milieu de terrain. Puis un joueur qui serait capable de quand même faire quelque chose de pas pire. Huh. Je pourrais dire plein de joueurs, mais je ne veux pas dire n'importe qui. Qui était bon en 4 contre 4. Une grosse décision. Ouais. Je vais y aller Kamar Lawrence. OK. Ouais. C'est un défenseur, ça, avec les Red Bulls, hein? Ah ouais. Défenseur avec les Red Bulls, extrêmement bon. Lui, il va pouvoir nous donner pas mal d'attaques et pas mal de défense. Fait que un bon joueur en transition. Ça, Bradley n'a pas de problème pour scorer. Tu as besoin des joueurs qui travaillent fort aussi dans ton équipe. Ces trois-là travaillent fort. Fait que ce serait mon 4. Non, super. Super. Dis-toi, Carl, tu as déçu beaucoup de monde, par exemple, beaucoup de tes anciens coéquipiers avec ce choix-là. Mais moi, c'est tout. Puis honnêtement, je trouve ça super intéressant là, de pouvoir discuter avec toi. Là. Je trouve que c'est super un beau parcours. Puis tu avais des super belles choses à raconter. Fait que peut-être, Émile, je te laisse conclure. Mais pour ma part, là, j'ai trouvé ça super intéressant comme discussion. Dans le même ligne que toi, Arnaud, merci, là, Carl, de nous avoir donné de ton temps là, en cet après-midi. Ça a été vraiment le fun de pouvoir discuter avec toi puis justement apprendre à en connaître un peu plus sur ton parcours là, qui est vraiment intéressant. Fait que, un gros merci là, pour tout ça. Ça fait plaisir, les gars. Merci de m'avoir accueilli à l'émission. Bonne chance pour la suite. Yes. Un gros merci. Ouais. Merci, Carl. Saison pour tes différents objectifs, pour tes 3 buts. On va espérer que tu nous les marques. Puis, au plaisir de reparler avec toi là, très bientôt. Parfait. Salut, les gars. Yes, super. Ciao. Alors, merci.